C'est beaucoup d'émotion de vous accueillir sur ce plateau, Cécile Pivot. Parce que votre papa, Bernard Pivot, ce plateau était un peu le sien. Et je dois vous dire vraiment tout le bonheur que j'ai eu toutes ces années à l'accueillir ici et à vous recevoir. C'est très touchant aujourd'hui, Cécile, parce qu'il y a ce livre qui parle de lui, de son goût des autres. C'est le titre que vous avez écrit avec Agnès, votre sœur, Bernard Pivot. Immense journaliste, immense animateur de télévision, mais aussi et surtout votre papa. C'était important de faire ce livre. Alors c'était très important, oui. J'ai trouvé que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre, c'était de lui consacrer un livre. Et comme j'aime beaucoup la photo aussi, ma sœur a fait beaucoup de photos de lui. Et on a retrouvé des albums consacrés à ouvrir des guillemets, apostrophe, le Beaujolais, le football, les vacances, les copains, les mariages que ma sœur avait fait vraiment. Le livre était là en fait, quasiment là. Et à toutes ces photos, et j'ai passé l'été à réécouter des interviews de lui ou des interviews de journalistes qui parlaient de lui pour trouver pour chaque photo un texte qui correspondait à la thématique de la photo. On va voir des photos qui sont dans ce livre, publié chez Calman Levy. C'est Bernard dans toutes les dimensions de sa vie, votre papa. C'est une diversité, une voracité de la vie incroyable. Oui, c'était important aussi pour nous de ne pas montrer que le journaliste. Là, on voit le bébé, là, déjà. Voilà, on voit le bébé. C'est important de montrer en effet sa jeunesse, et puis quand son arrivée à Paris, quand il découvre le journalisme, et puis toutes les passions qu'il a eues. On en parlait juste avant, Patrick, c'est un homme très fidèle. C'est un homme très fidèle en amitié, et c'était un homme aussi très fidèle à son passé, à la région de son enfance, le Beaujolais. Là, on voit Paul Geoffrey, son ami d'enfance, avec lui. Donc, il était aussi très fidèle à sa région, au football. Son club, il était fan enfant du club Saint-Étienne. Il est resté un grand fidèle de Saint-Étienne. C'était important de montrer toutes les passions qu'il a eues dans la vie. Oui, évidemment. Et pour nous, c'est d'abord et avant tout apostrophe, ouvrez les guillemets, double jeu, bouillon de culture, l'incroyable animateur de télévision, le passeur de culture. Regardez quelques extraits. Sur le terrain d'un ethnologue comme Claude Lévi-Strauss avant la guerre, donc au Brésil, est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, vous auriez aimé vivre ? Ah oui, certainement. Je crois que vous les avez vécus dans une certaine mesure. Oui, enfin, je suis venu... quand je suis allé à Panama, ce n'était pas les mêmes relations. Le monde était déjà devenu très, très dur. Je vais quelquefois dans les écoles. Et il y a une question qui est terrible, qui vient de temps en temps à la bouche des enfants. Monsieur, qu'y a-t-il de vrai dans ce que vous racontez ? On ne peut pas poser à un romancier une question plus vache que celle-là. Je dis, mes enfants, je vais vous écrire au tableau noir une belle phrase. Vous allez la recopier, la prendre par cœur. Vous mettrez peut-être 20 ans à la comprendre, mais c'est la seule réponse que je puisse vous donner. Et j'écris la phrase de Cocteau, « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Vous achetez quelque chose avec rien, vous le saviez, ça? Bien sûr. En le multipliant. Une fois rien, on sait rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup, hein, mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. C'est ça aussi, votre papa. C'est ce rire, ce bonheur, comme ça, d'entendre ses invités, de faire sortir d'eux le mieux, ce qu'ils pouvaient donner aux téléspectateurs. Ah oui, à chaque fois, je revois des extraits de lui, ou quand j'ai travaillé sur ce livre, je me dis que cet homme a une vie formidable. Vraiment, il a rencontré les plus grands. Et je suis toujours, quand je le vois, en effet, sur le plateau, épatée par ça. C'est-à-dire que c'était vraiment le même homme sur un plateau de télévision que dans son bureau ou lors d'un déjeuner en famille. Vous voyez, c'était le même. Voilà. C'était... il n'y avait aucune différence. Oui. Donc un homme, on l'a dit, avec cette ruralité en lui, le Beaujolais, la bonne bouffe, le vin. Le vin, c'est un excellent connaisseur. Le sport, le foot, l'équipe qu'il lisait tous les matins, avant même de lire le reste de la presse. Hein. Ah, il y avait avant tout l'équipe. Absolument. C'était l'équipe avant tout. Et c'était un rituel qu'il aimait beaucoup. C'était aller au kiosque à journaux, acheter ses journaux. On m'a demandé en effet s'il était abonné. Mon père n'était pas abonné aux journaux parce que c'était un vrai plaisir pour lui tous les matins d'aller au kiosque acheter toute la presse. Il disait, je vais acheter la presse. C'était la presse.
Oui, alors un homme avec les tweets aussi, qui a eu 1 million de followers, comme on dit, hein, qui s'est converti comme ça à cette façon moderne, au fond, de jouer avec les mots. Il a toujours trouvé, en fait, de nouvelles façons de s'amuser dans la vie. C'est ça. Et tweeter, ça a été pour lui à la fois un vrai amusement et puis un exercice. Il fallait qu'il écrive des pensées ou des jeux de mots ou des nouvelles formules en 246. Et il disait que c'était un vrai exercice. Il avait raison. Il y a un exercice qui faisait travailler le français, sa langue, le français, sa mémoire. Il fallait qu'il fasse preuve d'esprit ou d'humour, ou d'esprit et d'humour. Donc oui, il a adoré ça, tweeter. Il tweetait tous les matins. Après, il ne tweetait plus. C'était vraiment le matin qu'il tweetait. Oui. C'est un vrai rituel. Quand je dis c'est un homme qui aimait les gens, qui aimait le public, évidemment, le succès de ses émissions, il n'a jamais été remplacé dans les émissions littéraires parce qu'il n'y avait pas d'élitisme. Il s'adressait à tout le monde. Il voulait faire partager ça à tout le monde, le plaisir de la lecture. Oui, absolument, oui, il voulait. Mais c'était aussi... C'est aussi une époque qui voulait ça, c'est pas que... Et puis il était en direct, il y avait le direct, le fait qu'il soit en direct, je pense qu'il a été très important dans la carrière de mon père, par rapport à la télévision. Il aimait le direct, il a adoré ça. Et puis c'était une époque où on aimait le débat, où le débat était peut-être beaucoup plus constructif hier qu'aujourd'hui. Il y avait ça aussi. Je pense que mon père est né à la bonne époque. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Il disait qu'il avait eu beaucoup de chance. C'est vrai que c'est un énorme travailleur. C'est quelqu'un qui a toujours su se remettre en question. Voilà, toujours. Donc, il a eu tout ça. Mais il a eu aussi beaucoup de chance. Et il le disait, qu'il a toujours eu de la chance. Et dans cette chance, je pense que cet homme est né à une très bonne époque. Ah oui. Par rapport à son caractère, hein, par rapport à la carrière qu'il a faite, je pense qu'il ne pouvait pas trouver une meilleure époque pour naître pour s'épanouir. Et devenir extrêmement populaire avec une émission littéraire, ça ne s'était jamais vu et ça ne s'est plus vu. Regardez encore des images comme ça, d'apostrophes, comme ça, des rencontres. Pendant qu'on continue de parler ensemble, Cécile, je disais, ce livre est touchant parce qu'il reflète finalement tout l'amour que votre père avait à la fois pour la vie et son métier. Tumultueuse de vendredi dernier sur mai 68, je vous propose ce soir de l'amour. Marqué mai 68 nous y invitait d'une certaine manière, puisque, rappelez-vous, l'un de ses slogans les plus fameux, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Alors l'amour, on ne le fera pas ce soir parce que c'est pas le lieu, mais on en parlera. On écrit, je crois effectivement qu'on ne peut pas écrire son amour à chaud, on ne peut pas écrire en étant amoureux, ça me paraît incompatible. Et surtout, on ne peut pas écrire pour. À goûter les lettres d'amour, remarquez, on m'a fait déjà la remarque. On m'a dit que je ne m'en servais jamais des lettres d'amour, n'est-ce pas? Ce sont déjà des lettres littéraires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est déjà un genre littéraire. Les lettres d'amour, généralement, celles qu'on a, ce sont celles d'amour malheureuse. Oui, c'est ça. On a les lettres de quelqu'un, de Napoléon, qui sont de la Régence portugaise. Hein. On n'a jamais la réponse. Vous avez 10 ans de retard. Moi, j'ai découvert dans l'Idiot international le premier des punks. Moi, j'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard, mademoiselle. Exactement. Je sors du catholicisme qui a 2000 ans. Ne parlez pas de retard. Bon, alors, ah ben moi je suis plus vieux, 4000 ans, juif. Allez, j'ai gagné, j'ai le maillot jaune. Allez, allons-y, ridicule. Alors, le déclin sexuel de cet homme. Il se passait des choses dans ces émissions, Cécile. Hein. Il se passait beaucoup de choses et c'est vraiment devenu des émissions cultes, quoi. Vraiment, hein, il a eu tout le monde, quasiment tout le monde. Donc c'est vrai que c'est toujours... incroyable de revoir ces émissions, incroyable. On peut les revoir sur l'INA d'ailleurs. Et c'est fabuleux. Il était comment quand il abordait cette émission? Il se préparait beaucoup, il avait un certain trac. Alors, moi j'ai découvert ça en travaillant sur le livre, justement. C'est que quand ce qui m'étonne pas du tout de lui, il arrivait sur le plateau, il arrive en voiture avec sa valise toujours en cuir, la même qu'il a eue tout au long de sa vie, où il y avait ses livres. Il sortait de sa voiture et en fait, il fallait pas lui parler. Donc il était extrêmement concentré avant l'émission, ça c'est sûr. Il n'y a que Anne-Marie Bourgnon, je pense, son assistante, qui lui donnait les dernières recommandations. Mais c'est tout. C'était la seule qui pouvait lui parler avant l'émission. Oui, il était extrêmement concentré. C'était un énorme travailleur, donc qui préparait énormément ses émissions. Donc, c'était une bête de travail. Il y a l'amitié, il y a la famille aussi. Il y a des photos personnelles dans ce très beau livre. Hein. C'est un beau livre de photos. C'est un livre plein d'amour. Il y a le beau texte de Pierre Assouline, de l'Académie Goncourt, comme lui d'ailleurs avait présidé l'Académie Goncourt. Hein. Et oui, parce qu'il y avait l'homme tendre aussi.
l'homme affectueux avec sa famille, avec ses amis. Oui, il y a tout ça. Oui, il avait le sens de l'amitié. La famille, on peut dire que la famille, pendant des années, il l'a un peu négligé, mais il pouvait pas tout faire. Enfin, on peut pas faire apostrophe pendant 15 ans, puis après bouillon de culture, et puis lire pendant 15 ans un livre par jour, plus tout le reste, et s'occuper de sa famille. Mais il était là, voilà. Physiquement, c'était un homme qui était là, mais qui était quand même vraiment ailleurs, oui, Ouais. qui était avec les écrivains, qui a vécu plus avec les écrivains qu'avec nous. Mais donc c'était une enfance particulière pour ma sœur et moi, mais tout à fait formidable, particulière mais formidable. Ouais. Il y avait l'impression qu'il y avait toujours en lui l'enfant qu'il avait été. Il n'avait jamais perdu cette dimension-là. Oui, il en parlait très peu, en fait. C'était vraiment pas quelqu'un, mon père, qui était dans la nostalgie. Donc, il racontait toujours son père qui était rentré le jour de son anniversaire de la guerre. Donc, il racontait toujours un petit peu les mêmes souvenirs, mais il était vraiment dans aujourd'hui, beaucoup. Il parlait très peu, vous voyez, les dernières années d'apostrophe, de bouillon de culture. Il restait dans le présent. Oui, mais alors un journaliste passionné, on le voit jeune, avec sa carte de presse comme ça, qui fait, il fait ses classes. Hein. Il démarre en bas de l'échelle. Hein. Il fait ses classes parce que ça a été un élève médiocre. Il vit à Lyon, c'est un élève médiocre, c'est un fils d'épicier. Il est, comment vous dire, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et c'est vraiment quelqu'un de sa famille qui lui dit, et si, toi qui lis tout le temps les journaux, pourquoi tu ne travaillerais pas pour les journaux? Il dit, tiens, pourquoi pas? Donc il tente le CFJ, le Centre français de journalisme, à Paris. Donc il débarque vraiment, gare de Lyon, il se prend une petite chambre, il tente le concours, il le réussit. Et là, il devient excellent. Il devient excellent et il comprend que c'est la chance de sa vie. Et donc là, il se met à travailler comme un fou. Parce qu'il a toujours reconnu la chance qu'il avait. Ouais. Donc, il le dit, il a dit, cette chance, je ne vais pas la laisser passer. Il devient un excellent journaliste. Dès les premières semaines au centre de formation de journaliste, il comprend que ce métier est fait pour lui. Oui, et alors il aime les mots, évidemment, à l'Académie Goncourt, il va écrire aussi des romans, mais il aime les mots, il va faire les dicos d'or, l'orthographe, évidemment, la dictée, il aime la francophonie, il aime ce partage. Il aime beaucoup ça, oui, il aime vraiment la langue française, il aime les mots, il est très curieux de tout ça, extrêmement curieux, absolument. Il était nul en langue étrangère, mais il était, oui, c'était vraiment un amoureux des mots, absolument. Ouais. Quand on dit la bonne bouffe, le foot, les bouquins... Il était très français. Oui, c'est ça. Il était très français, Bernard. Vraiment. Et puis, quand il s'intéressait à un sujet, il le connaissait extrêmement bien. Je veux dire, c'était un grand connaisseur en vin. Vraiment un immense connaisseur en vin. Pareil, vous l'emmeniez au restaurant, il était assez difficile, mais il connaissait très bien aussi. Puis le football, mais il aimait aussi tous les sports. Hein. Il disait qu'il espérait tenir jusqu'au JO. Moi, tous les jours, j'ai pensé à lui quand j'ai regardé les JO. Il aurait voulu commenter les Jeux Olympiques. Oh non, je ne sais pas s'il aurait voulu commenter les Jeux Olympiques. Il a été tellement fier de commenter la Coupe du Monde du Mexique en 86. Ça a été l'une de ses grandes fiertés en tant que journaliste. Ça a été celle-ci. Hein. Ça, c'est sûr. Pour lui, ça a été un immense bonheur. Mais les JO, en tout cas, il aurait aimé pouvoir les voir. Ça, c'est sûr, les regarder tous les jours. Il aurait tout regardé. Donc, il y avait le foot en premier. Mais il y avait aussi tous les autres sports qu'il aimait beaucoup. Oui, et puis l'amour des téléspectateurs, l'amour du public, ça le touchait quand il recevait tous ces courriers, j'imagine, après les émissions. Et puis voilà, c'était quelqu'un que le public adorait. Oui, c'était quelqu'un que le public adorait. Et même les derniers mois, vous vous promeniez avec lui dans la rue, il y avait toujours quelqu'un qui le reconnaissait, toujours. Et qui venait le voir en disant « Merci, monsieur Pivot, pour ce que vous nous avez apporté », qui reparlait d'apostrophes et de bouillon de culture. Et les générations d'après, c'était les championnats de France d'orthographe qui avaient connu mon père avec les championnats. Pas apostrophe, pas bouillon de culture, non. C'était les championnats de France d'orthographe. Ils disaient, vous savez, on en a fait des dictées en famille, hein, à cause ou grâce à vous. C'était ça. Donc c'était... Voilà, ça a suivi plusieurs générations. Ce regard rieur, gourmand, et beaucoup de rire, j'imagine. Beaucoup de joie de vivre. Oui, il avait une... moi, je dirais que c'était les deux. Je dirais qu'il avait une vraie joie de vivre. Ça, c'est peut-être la grande différence.
Sur un plateau, oui, on ressent vraiment sa joie de vivre. Ça, je suis d'accord. Sur un plateau de télé avec des écrivains. Dans la vie, je dirais que c'était les deux. Et qu'il avait quand même un fond de mélancolie qui était toujours là. Moi, je trouve. Qui était là. Donc, qui passait un peu comme ça. Il laissait jamais cette mélancolie s'installer, mais elle était là. Ouais. Ouais. Et c'est jamais pris pour une star. Jamais pris pour une ça, vedette. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Je sais même pas quoi vous dire là-dessus. C'était très loin de lui. Vous voyez, c'était... Non, pas du tout. Non, non. Il pouvait être très fier d'une émission et ça pouvait lui arriver, oui, comme plein de gens de la télé, je pense, de parler un peu trop de son émission, voilà, d'une émission incroyable ou de... Je sais pas. Et puis, de peut-être poser un peu moins de questions à son interlocuteur. Ça lui est arrivé. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment gardé les pieds sur terre, complètement, qui a jamais été prétentieux. Non, pas du tout. Ouais. Non, il n'était pas du tout là-dedans, mon père. Mais c'est vrai que le titre du bouquin, c'est clair, hein, c'est Le goût des autres. Oui. C'est beau, ce titre. Ah, il est venu, c'est tout lui, là. Alors, c'est un titre, hein, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est pas d'une originalité folle. Mais alors, très franchement, il m'est venu tout de suite pour mon père. Tout de suite. Parce qu'il avait, en effet... Moi, quand j'ai écrit ce livre, vraiment, ça m'a rassurée. Je me suis dit, cet homme a une très belle vie. Et aussi parce qu'il avait le goût des autres et de beaucoup de choses dans la vie, beaucoup. Il en a beaucoup profité. Eh bien, ça nous fait plaisir de l'entendre, Cécile, parce qu'on l'aimait beaucoup. Hein. C'était un modèle Patrick. pour moi, et puis il a toujours été d'une fidélité. Quand on avait besoin de lui, on l'appelait, il venait sur ce plateau. Je suis fier d'être encore un de ceux qu'il suit. Hein, sur Twitter. Il continue de me suivre. Hein. On n'est pas beaucoup, on est 60. 1 million d'abonnés, il ne suivait que 60 personnes. Et je le remercie. Il nous manque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile Pivot, pour ce très beau livre, Le goût des autres. Salut à Bernard. Merci, Cécile.